Je pense que vous pouvez probablement pardonner un confinement. 2 confinements sont beaucoup plus difficiles à pardonner. L'OMS, si vous écoutez bien la définition, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas l'Organisation mondiale de la maladie. C'est un très bon point, je veux dire. Ça part du principe qu'on ne nous dit pas la vérité. Et vous savez, j'étais le genre de gars jusqu'à cette année qui aurait pu dire « Ouais, d'une manière générale, mon gouvernement est honnête. » Peut-être pas dans la mauvaise gestion financière, mais en général, ils sont honnêtes. Le service public est important et ils ne diraient jamais quelque chose de faux à propos de la santé. Et là, j'ai bien peur de ne plus croire en rien de tout ça. Le monde médical et scientifique a perdu une certaine crédibilité parce que ce débat est clôturé. La démocratie a été totalement bâillonnée en France. Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Je m'appelle Miguel. Dans une ancienne vie, j'étais médecin-chercheur. J'étais postdoc à l'école de médecine d'Harvard dans le service d'oncologie. J'ai un doctorat en médecine moléculaire. Ma spécialité, c'était justement de comprendre les causes de la maladie. Pourquoi on est malade quand on est malade. Et beaucoup de gens me demandent au final pourquoi j'ai quitté la recherche, parce que c'est ce que j'ai fini par faire, relativement rapidement d'ailleurs. Et je leur explique toujours, quand on a trouvé, on arrête de chercher. Salut les terriens, c'est moi Coronavirus. C'est vous qui m'avez fait roi à cause de ma couronne. Eh ouais, nous les virus, on est dans la place depuis plus d'1 milliard d'années. Et pourquoi vous nous cherchez partout? Et c'est pas cool d'associer notre nom à la mort. C'est nous qui vous avons créé. Qui a participé à la formation de votre ADN? Qui? C'est Bibi, eh oui. Il va falloir se calmer les gars. Il va falloir se calmer, vous me faites vraiment flipper quand je vous vois là. Le problème de la politique et de la politique sanitaire, c'est qu'elle peut être gouvernée par 2 choses. Par la logique de la maladie et par la logique de la santé. Et on a malheureusement des pharma, des vaccins qui pensent à vendre. Donc c'est des vendeurs de maladies, de traitements, donc il faut des malades. Donc leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche, n'arrêtons pas la maladie. Et l'autre politique, c'est les politiques de santé, de dire aux gens, voilà ce que vous pouvez faire pour augmenter votre santé, votre immunité. Donc il y a 2 politiques très très contradictoires qui se confrontent, je trouve, dans la situation qu'on a aujourd'hui. Pourquoi en quelques semaines, la population s'est retrouvée prise en otage par des discours contradictoires de scientifiques? C'est un grand problème scientifique. J'ai tenté d'entrer en contact avec les épidémiologistes. D'abord, beaucoup d'entre eux ne répondent pas aux emails. Ils ont juste un message qui dit « Je suis tellement occupé, je ne peux pas répondre aux emails ». Mais même ceux que j'ai réussi à contacter n'étaient pas prêts à discuter. Donc je pense qu'un échec a été que la population scientifique mondiale ne s'est pas réunie pour discuter de cela. L'Organisation mondiale de la santé et les épidémiologistes ont l'impression d'avoir un seul but, qui serait d'arrêter l'épidémie. Dans le passé, ils ont combattu d'autres épidémies. Pour la grippe aviaire, la grippe H1N1, Ebola, ils ont donné des prévisions très très hautes. Et heureusement pour eux, personne ne les a écoutés.
Cet homme à lui seul aurait confiné l'ensemble de la planète à cause de ses prédictions alarmistes. C'est un récidiviste. En 2009, il avait prophétisé quelques millions de morts dans le monde, dont 500 000 au Royaume-Uni. 11 ans plus tard, restent les mêmes chiffres, mais cette fois, tout le monde l'a écouté. La France, elle n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque, et surtout pas de mettre une amende à son peuple qui paye les gouvernements. Enfin, il y a quelque chose d'aberrant. C'est comme si je vous paye pour m'aider, puis vous me mettez un masque et vous me faites payer, vous voyez, sans raison. Il y a eu, au cours de l'année écoulée, 3 recommandations par l'OMS publiées sur les conseils relatifs aux conseils sur le port du masque. Le premier date de janvier 2020, le deuxième d'avril, le troisième de juin. Le premier de janvier fait 2 pages. Le deuxième d'avril fait 5 pages. Le dernier de juin fait 16 pages. Qu'est-ce que vous croyez qui justifie, dans les découvertes scientifiques ou médicales, une telle amplification de l'information? De qui se moque-t-on? Des recommandations non prises en compte par les États et des écrits qui laissent parfois perplexes. Qui dirige ? Il est vraiment important de réaliser que le profil, en termes d'âge, des gens qui sont morts est similaire à celui que l'on observe pour les morts naturelles. Les personnes de plus de 85 ans représentent la moitié des morts. Mais il y a aussi cette mauvaise science qui est entrée en collision avec le politiquement correct. Si je dis que je préférerais mourir de loin à la place de mon petit-fils, qui a 17 ans, ils diront peut-être « Oh, quelle bonne personne c'est !» Mais la société devrait être capable de faire ce choix. Quand on parle de ceux qui nous gouvernent, par exemple, on perd le contrôle du véhicule. Il y a un groupe sur le côté d'une vingtaine de personnes. Au lieu d'éviter une personne sur le côté, on fonce sur le groupe. Donc moi, je trouve ça un peu absurde. Tant qu'à faire, on évite le pire. Mais là, le gouvernement, ils font le pire. Donc ils disent, bon, bah tant pis, on massacre tout le monde. Ces courbes appartiennent à l'INSEE. Elles correspondent au nombre de morts total en 2018, 2019, 2020, de mars à septembre. Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. En résumé, 8 mois après l'épidémie, ce virus aura donc fait un peu plus d'1 million de morts dans le monde, soit bien moins que la tuberculose qui n'interpelle personne. Mais la nouveauté depuis cet été, c'est une épidémie de cas positifs, avec des tests qui, eux, sont tout sauf fiables. Alors pourquoi il y a autant de cas positifs? Parce qu'on monte les cycles. On vous a déjà expliqué plusieurs fois que les cycles d'amplification de l'ARN du Covid, plus on monte, plus on va au-delà des 30, plus on va trouver des traces infinitésimales de n'importe quoi, d'une ancienne grippe, d'un ancien rhume, d'un virus mort, de tout. Le professeur Raoult l'a démontré dans une émission, je vous avais déjà montré des extraits, où au-delà de 35, on ne détectait absolument plus rien de viral du Covid. Les Allemands, eux, testent, ne dépassent pas les 25 cycles. Les 25 cycles. En France, l'ARS ne communique pas sur le nombre de cycles. Donc, vu qu'en France, il y a beaucoup plus de cas positifs que tout autour de l'Europe, autour d'elle, soit vous croyez que le virus s'arrête aux frontières, soit ça veut dire que la France a un taux de cycle supérieur. Sauf que, des fois, on fait des boulettes. Écoutez, jusqu'à où monte la France? Le prélèvement est ensuite amplifié. La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle, c'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2, ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Et ce qui fait qu'on est très sensible.
Alors que toutes les courbes en Europe montrent à l'évidence que le danger était déjà loin derrière, l'Irlande, avec 3 morts, reconfine. Quant à la Suède, qui n'a pas confiné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Inutile d'en rajouter. Alors que les courbes en Europe sont plutôt rassurantes, ce virus va jusqu'à faire construire des futurs camps d'internement au Canada. Où ces camps seront-ils construits? Combien de personnes seront-elles détenues? Et pour quelles raisons des personnes seraient-elles gardées dans ces camps d'isolement? En France, sur les plateaux des chaînes d'infos, des médecins continuent de semer la panique, en préférant prescrire la peur à des millions de personnes, à défaut de traitement. C'est comme quand vous aviez la BD de Lucky Luke avec le remède miracle où on dit aux gens prenez ça et vous allez être guéris. Pardon Martin, mais moi j'ai entendu Christian Estrosi dire mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine. Oui, c'est fait gourouiser. Et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine, sinon je suis désolé, c'est du charlatanisme, on peut dire tout ce qu'on veut. Qui sont les charlatans pour faire peur avec des courbes faussées par des tests dévoyés? Qui sont les charlatans pour regretter que la courbe des morts soit toujours aussi plate et dont les soubresauts à l'entrée de l'hiver questionnent sur l'origine réelle des nouveaux décès? Ça, c'est les zones cutanées qui sont en contact avec le masque. Ça, c'est une dame qui mettait son masque là, regardez. Donc, elle ne s'est pas soignée tout de suite parce qu'elle a un certain âge, elle n'osait pas sortir. Donc, ça a commencé là, puis ça s'est étendu sur le nez. Ça, c'est une belle infection aussi. Ça, c'est pareil, des boutons d'acné. Ça, je l'ai vu ce matin. Donc, elle a une recrudescence d'acné dans la zone de frottement. Ça, faut mettre de la cortisone et puis dès qu'elles vont remettre le masque, ça va revenir. On n'a pas beaucoup de solutions pour ça parce que les masques hypoallergéniques ne sont pas trouvés facilement. Même nous, dermatologues, on a du mal à s'en procurer. Et donc, ces gens sont obligés de se rabattre sur des masques en coton. Mais les masques en coton, on sait que c'est moins protecteur. Déjà, les masques chirurgicaux, c'est pas très protecteur puisque c'est même marqué sur la boîte que ça ne protège pas des infections. On voit souvent des jeunes qui mettent leur masque en coton toute la journée, qui ne les lavent pas, qui les remettent même le lendemain, qui les manipulent sans cesse parce que s'ils fument, ils les enlèvent pour fumer, ils les enlèvent pour manger un sandwich, ils les enlèvent pour embrasser leur petit copain ou leur petite amie. Et donc, ça devient un nid de microbes en quelques heures. L'école n'accepte pas qu'on enlève le masque. Donc ça veut dire à la récré et tout le temps, même en classe, on doit le porter. Et donc, il y a un élève qui l'avait sur le nez. Et même moi, des fois, je le dégage un peu pour respirer. Et on se fait reprendre très méchamment en disant que c'est une erreur et qu'on peut être renvoyé. Et un élève a été renvoyé pendant une semaine. À Sarrebruck, au lycée franco-allemand où mon fils va, il y avait une élève qui était absente depuis 10 jours, qui avait le Covid. Et 10 jours après, donc, ils ont fermé le lycée pendant une semaine. Et ils ont fait tester les 1400 élèves du lycée. Et sans aucun problème, il n'y a pas eu de réaction hostile à cette prise de décision? Il y a eu quelques parents, je crois, qui ont refusé le test, mais sinon... Et le directeur du lycée était d'accord? Le directeur était contre, mais c'est l'administration, c'est le ministre de la Santé de la Sarre qui a obligé le directeur à fermer l'école, à fermer le collège et le lycée. Pour une personne, et il y a eu 1500 tests? Une personne qui était absente depuis 10 jours. Je travaille dans une crèche, les enfants ils sont habitués au masque et quand on enlève le masque, ils sont terrorisés maintenant, c'est l'inverse, c'est l'effet inverse. Pour eux, on vit avec un masque. Et on est obligé d'avoir ce masque et les enfants, pour eux, le visage c'est un masque, c'est plus un visage avec un sourire. Dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les désavantages suivants. Premièrement, risque potentiellement accru d'auto-contamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées. Mais aussi autocontamination si un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes, de champignons, de bactéries et d'autres virus.
Troisième point, maux de tête et ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé. Autre point, lésions cutanées faciales avec des dermites irritatives, donc des rougeurs, des boutons, ou aggravation de l'acné en cas de port fréquent et prolongé du masque. Dans les maternités, on fait accoucher les femmes avec un masque. C'est l'effort le plus intense que nous n'aurons jamais à faire de toute notre vie, accoucher, mettre au monde notre bébé. Et le bébé arrive et voit le visage de ses parents avec un masque. On sait que le premier regard du bébé, c'est quelque chose de fondamental pour poser sa sécurité. Le Conseil de l'Europe martèle 1 enfant sur 5 victime de violences sexuelles en Europe. Pendant le confinement, ça a été non seulement compliqué pour les femmes, bien sûr, mais aussi pour les enfants, parce que dans certaines familles, il y a eu des recrudescences de violences. Et pendant le confinement, j'ai été en contact avec une gendarme d'une brigade de protection des mineurs. Elle me disait c'est terrifiant parce qu'on n'a aucun dépôt de plainte, on n'a rien qui se passe. Parce que les gens, donc étant confinés et sous surveillance, ne pouvaient pas ni appeler. Voilà, s'il y a de la maltraitance dans la famille, on va voir si un enfant prend son téléphone et appelle le 119. Impossible. Ou si une femme peut aller déposer plainte, puisque même elle ne pouvait pas sortir. Donc il y a eu énormément de drames pendant cette période de confinement. En attendant, les chiffres du premier bilan du confinement se font plutôt rares. Les plaintes pour viol auraient été multipliées par 3, selon un expert psychiatre de la brigade des mineurs. En temps normal, il y a 12 000 agressions sexuelles d'enfants chaque jour. Combien de suicides, de meurtres, de viols? Ajoutez les centaines de milliers d'amendes, jusqu'aux menaces physiques. Ouais, mais vous êtes trop nombreux côte à côte là. Il n'y a pas la distanciation sociale, monsieur. S'il vous plaît, messieurs, vous quittez l'endroit. Il n'y avait pas de distanciation sociale, vous quittez l'endroit, monsieur. La peur du virus impacte gravement la santé psychologique de très très nombreux de mes patients. Les sujets âgés veulent plus sortir, ils veulent plus voir leurs petits-enfants, ils sont terrorisés. Il y a des effets secondaires majeurs. Il y a la ruine aussi de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de commerces. Ma mère avait un cancer du sein opérable juste avant le confinement. Pendant le confinement, elle n'a pas pu rentrer à l'hôpital pour se faire opérer. Et puis maintenant, elle est au stade 3 et elle essaye de s'en sortir. Ils ont presque arrêté la prévention des cancers, les scanners, les envois chez les spécialistes. Donc pendant 6 mois, on a eu entre un tiers et la moitié des patients renvoyés vers un spécialiste, contrairement à une année normale. Si vous alliez voir votre généraliste, que vous avez une grosseur ou une douleur et qu'il était embêté, il vous envoyait immédiatement le jour même à l'hôpital pour un scanner ou un bilan sanguin. On a fait ça. Peut-être 50% de moins que d'habitude sur l'année. Vous pouvez faire le calcul. Je pense que des dizaines de milliers de personnes n'ont pas eu leur cancer diagnostiqué ou traité, ou alors diagnostiqué trop tard pour pouvoir faire quoi que ce soit. Si j'étais le politicien, je me dirais, j'ai probablement sauvé personne de la Covid et j'ai tué 75 000 de mes concitoyens. Le 3e jour du confinement, le 18 mars, j'ai mis en ligne une vidéo. Pour votre santé, nous vous privons de liberté. J'ai eu des commentaires extrêmement positifs sur la vidéo qui m'ont encouragé, mais voilà les commentaires que j'ai reçus aussi. Entôle le charlatan. Nous allons te dénoncer à l'ordre des médecins. J'en ai eu quelques-uns. Donc il a fallu que je rajoute en dessous de ma vidéo, s'il vous plaît, ne mettez pas des commentaires qui rappellent les heures sombres de notre histoire. Pourquoi il ne faut pas reconfiner? Parce qu'il y a des effets collatéraux systémiques qui sont absolument majeurs et que dans la balance bénéfice-risque, les risques l'emportent beaucoup sur les bénéfices dans cette épidémie. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, ils sont pas venus, ils sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostic qui sont majeures et qui vont largement compenser les morts du Covid, et même bien plus. Vous avez des personnes âgées qui déclinent au niveau cognitif très très rapidement, d'être isolées socialement, d'être derrière des masques. Nous, on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent